Top départ aujourd'hui du Salon des maires de Guyane. Ça va durer jusqu'à demain au Proct à Matoury. Et c'est l'association des maires de Guyane qui l'organise. 2 jours d'échange pour aborder un certain nombre de thématiques entre élus et professionnels, dont la question des finances avec l'Observatoire des communes de Guyane qui sera présenté par l'AFD, donc l'Agence française de développement. C'est la 4e édition de ce rapport qui dresse un état des lieux des recettes et des dépenses des communes guyanaises. Sans oublier que tous ces chiffres qui peuvent parfois, dit comme ça, sembler un petit peu abstraits, touchent en réalité à des questions très concrètes de la vie quotidienne et des services publics, réseau routier, eau potable, traitement des déchets, les eaux usées ou encore l'entretien des écoles. Alors les communes de Guyane sont-elles en bonne santé financière? Pour en parler, Florian Raffatin est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit, merci de me recevoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Florian Raffatin, vous êtes donc le directeur de l'agence AFD en Guyane. Bienvenue sur Radio Pays. Déjà pour commencer, pour poser clairement les choses, votre démarche, on va dire, à l'AFD sur ce rapport-là, c'est quoi finalement? Pour quelles raisons l'agence publie régulièrement toutes ces données financières alors que les communes, elles connaissent déjà leur propre situation? Alors c'est un exercice qu'on a souhaité faire et qu'on fait déjà depuis plusieurs années, puisque vous le rappeliez, c'est la 4e édition de cet observatoire. L'objectif est d'essayer d'apporter des informations au plus grand nombre et de façon à ce que les communes puissent avoir avec leurs administrés un échange fondé sur une réalité de la façon dont sont gérées les finances publiques, leur budget de fonctionnement, d'investissement. Et pour ça, il faut effectivement revenir sur un certain nombre de choses qui sont importantes et qui permettent de bien clarifier et de rendre le débat le plus efficace possible, en fait. Il y a beaucoup d'après ce que vous pouvez constater, vous, à l'AFD, mais peut-être dans des expériences professionnelles passées, est-ce que il y a beaucoup de croyances, on va dire, sur la manière avec laquelle, finalement, les communes gèrent leur argent? Oui, tout à fait. C'est vrai que le constat est que on a parfois une méconnaissance, mais qui est normale, puisque en fait les administrés sont pas censés connaître le détail de toute la politique et de toute du fonctionnement des finances publiques. C'est tout à fait normal. Et donc on se retrouve parfois dans une situation où les administrés attendent de la part de leur commune certaines choses qui sont pas de leur ressort. Et on voit ça au niveau notamment de la répartition des compétences entre les différents acteurs. Aujourd'hui, au niveau du cadre local de l'intervention, vous avez ici en Guyane par exemple la CTG et puis les groupements de communes que sont la CCOG, la CCDS, la CACL et puis les communes. Ouais. Chaque acteur se répartit des compétences. Et parfois, il y a un mélange d'attentes des administrés auprès des communes qui, pour le coup, ne sont pas en charge de certaines compétences. Voilà. La CTG, par exemple, est en charge de l'éducation pour la partie secondaire, donc les collèges, les lycées, alors que les communes, elles, sont en charge du réseau primaire, donc des écoles primaires élémentaires. Et de la même façon, la CTG est en charge du transport scolaire et interurbain. Et donc, effectivement, attendre de la commune qu'elle travaille sur ce sujet-là, en fait, c'est quelque part, malheureusement, se tromper parce que ce n'est pas de ses compétences. Sur, là-dessus d'ailleurs, un point qui peut sembler anecdotique, mais qui n'est pas tant que ça, c'est la forme de ce rapport. Il ne fait pas 300 pages avec des tableaux incompréhensibles. Il y a eu le choix de votre part d'en faire un outil assez simple et synthétique pour qu'il soit, vous l'avez dit justement, accessible au plus grand nombre. Est-ce que ce sujet de la santé financière des communes, il n'est pas assez maîtrisé finalement par les citoyens de manière générale, et ne pas comprendre comment, en tout cas dans les grandes lignes, comment sa commune gère l'argent finalement, ça peut être délétère à la fin pour le débat public? Oui, tout à fait, vous avez raison. Alors on a pêché, en tant que technicien, on a nous-mêmes pêché parfois dans le format qu'avaient pris parfois les versions précédentes des observatoires, avec des documents qui étaient très précis, parce qu'on est toujours très précis, mais très denses et donc peut-être pas très digestes pour l'ensemble des lecteurs. Et là, on a vraiment voulu aller vers un format qui soit beaucoup plus synthétique, visuellement beaucoup plus simple d'accès et qui permette vraiment de faire un focus sur les points importants, de façon vraiment à engager un échange ensuite entre les administrés et les communes, les équipes des communes,
pour avancer. Ça nous a paru important et je pense que l'objectif est assez bien atteint. Enfin, des premières remontées que nous avons, ça fonctionne assez bien et tant mieux, puisque vraiment et vous me disiez que les maires veulent ou pourraient même s'en servir finalement comme un outil pour pouvoir de temps en temps expliquer les choses aux administrés. Tout à fait, nous les encourageons à ça et c'est bien dans cette logique-là que ce document a été reçu par les équipes des communes. C'est vraiment cet objectif d'engager la discussion. Donc nous on a vraiment derrière cet observatoire, alors on est AFD, un établissement public, une société de financement, donc on a une mission de financement et d'aide au développement, mais l'idée ici, c'est bien de dire on vous met à disposition un outil pour permettre d'engager une discussion. On n'est pas dans une logique d'analyse froide et je dirais très qui pourrait être objectif, mais c'est pas l'objectif. On n'est pas en train de poser un constat, un diagnostic. On est juste en train de mettre des chiffres derrière un certain nombre de sujets qui sont importants pour les administrés, de façon ensuite à ce que cet échange puisse être engagé et que éventuellement des pistes puissent être réfléchies, mais conjointement avec un certain nombre d'acteurs. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous êtes une agence publique et indépendante, on va dire, dans votre manière de présenter les choses, ou bien il peut y avoir certaines orientations, on va dire, Florian Rafatin. Alors, nous sommes un établissement public, donc à ce titre, nous intervenons dans le cadre d'une mission qui nous est confiée par l'État. Aujourd'hui, les territoires d'outre-mer sont des projections de la France, au-delà de l'Hexagone, et à ce titre, ils ont besoin, ces territoires, ils ont besoin d'un appui au développement lié à leur éloignement et à leur nécessaire intégration régionale. Donc, une fois qu'on a dit ça, la mission qui nous a été confiée par l'État, c'est vraiment de contribuer à ce développement des territoires et leur intégration. Et pour ce faire, on utilise tous les outils qui sont à notre disposition. Alors, sur les grandes tendances de fond, et on va revenir juste après dans le détail, mais sur le panorama global, on va dire, quand on compare ce rapport sur l'exercice 2023 des communes, quand on le compare aux années précédentes, qu'est-ce qui apparaît, les points qui ne changent pas beaucoup d'une année à l'autre, et au contraire, les nouvelles tendances, les choses qui avancent dans le bon ou dans le mauvais sens? Alors, il y a des évolutions, je vais y revenir. Le sujet, déjà, c'est de constater, et c'est lié, là je vais un peu enfoncer les portes ouvertes, mais c'est lié à la dynamique du territoire, c'est-à-dire une forte croissance démographique qui, de ce fait, entraîne nécessairement un besoin en termes d'investissement sur tout un tas de services qui est très important. Et pour reprendre une image, on est presque en train de courir derrière un train qui est lié à cet accroissement de la population, et il faut que les services publics réussissent à se mettre à niveau pour répondre aux besoins de cette population grandissante. Oui, l'exemple emblématique de ça, c'est Saint-Laurent. On entend régulièrement la maire dire que l'évolution démographique est telle que les services publics ne peuvent pas suivre finalement cette augmentation. Exactement. Quand vous avez une augmentation de population qui va plus vite que ce qui est décemment réalisable. Enfin, oui. Je reprends un exemple, si on doit construire des écoles, le temps de construction d'une école, c'est un temps certain qui se compte en mois et en années. Si le nombre d'enfants scolarisables va plus vite que ça, à un moment on vous êtes coincé parce que vous ne pouvez pas faire sortir de terre plus rapidement un établissement, un investissement, une école. Il n'y a pas de miracle en fait. Donc on est dans cette situation alors le terme utilisé très souvent c'est rattrapage. J'aime pas trop ce terme-là parce que rattrapage, ça a l'air de figer une logique de retard par rapport à quelque chose. Non, il y a une dynamique certaine qui est celle de la croissance de la population et il faut se mettre dans une logique où on arrive à répondre à cette dynamique en ayant une dynamique à peu près comparable sur tout un tas d'autres sujets. Alors c'est vrai que les enjeux sont importants pour les communes, c'est vrai au niveau de leurs investissements, c'est vrai aussi au niveau de leurs dépenses de fonctionnement. Ce qu'on oublie très souvent, c'est que derrière cette logique d'investissement, qui est dynamique en Guyane, et là on a des comparaisons, territoire par territoire, la Guyane est quand même le territoire sur lequel le montant d'investissement par habitant est le plus élevé, devant tous les autres territoires. On est à 330 € par habitant d'investissement, donc c'est très important. En fait, il y a un enjeu autour de cette dynamique que j'évoquais, c'est-à-dire comment on peut s'assurer que dans la durée, on va réussir à maintenir ce niveau d'investissement, ce montant financier d'investissement pour permettre
de rattraper. Et une fois qu'on a dit ça, il faut jamais oublier que ces investissements, ils ont un impact sur le budget de fonctionnement des communes. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez construit un certain nombre d'équipements, derrière, il faut pouvoir dans la durée, je parlais d'une école, il va falloir assurer le fonctionnement de cette école. Oui, des personnes pour l'entretenir. Exactement, oui. L'entretien, le fonctionnement, les factures d'électricité, etc. etc. Donc, et construire et avoir du coup de l'investissement, ça doit aussi impliquer une hausse finalement ça implique de fait une hausse des dépenses de fonctionnement. Dès le début, il faut qu'on soit certain d'avoir suffisamment de fonds en fait pour pouvoir s'en occuper. Alors c'est toute la difficulté pour les communes, puisque en fait on se rend vite compte qu'une commune qui se retrouve dans cette situation de dynamique importante, elle doit avoir plusieurs effets à gérer. Le premier, c'est qu'elle se dit, quels sont les investissements et quelle est la planification des investissements que je dois réaliser dans les années qui viennent. Donc les communes disposent d'un outil qui s'appelle des programmes pluriannuels d'investissement, des PPI. C'est cet exercice qui leur permet normalement de voir à plusieurs années ce qu'elles doivent construire. Mais en plus de ça, elles doivent se dire, mais combien ça va me coûter après en fonctionnement? Est-ce que je vais avoir les moyens en fonctionnement pour assurer ces investissements? Et puis, ce que ça montre également, c'est qu'il est très important, et ça c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre aussi en avant dans ce rapport, c'est qu'il y a obligatoirement, je parlais tout à l'heure des différences de compétences entre les différents acteurs, il faut absolument que les différents acteurs avancent de concert. Oui. Quand la CTG est en charge d'un certain nombre d'investissements, les EPCI, CCOG, CACL, d'un autre type de compétences, s'il n'y a pas de coordination entre les communes, le niveau intercommunal et la région pour phaser en fait tous ces investissements, voilà, tout le monde comprend aisément qu'on se retrouve dans une situation où ça marche beaucoup moins bien que si on est dans une logique qui est partagée. Vous l'avez dit du coup, 330 € de recettes d'investissement hors emprunt par habitant pour la Guyane, c'est supérieur du coup aux autres territoires. L'idée de ce rapport, c'est de comparer finalement la situation des communes guyanaises aussi à celle de l'Hexagone ou des autres territoires d'outre-mer, sauf que, et là je vais rien apprendre à personne, mais les communes guyanaises, elles sont, pour beaucoup d'entre elles, gigantesques. Est-ce que le découpage communal finalement qui est propre à la Guyane, il fausse pas un peu les données qu'on a l'habitude d'entendre, parce que là où il y a une seule commune en Guyane, dans l'Hexagone, il y en aurait 5, 6 ou parfois même 10. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vraiment du coup ce sont des données qui sont véritablement comparables en fait? Alors vous avez raison, c'est toute la problématique de territoires, c'est le cas de la Guyane, de territoires très vastes, donc avec des densités de population qui sont pas les mêmes. Et même, je vous dirais, au sein du territoire guyanais, oui, on a ce sujet. C'est-à-dire que si vous prenez la bande littorale avec une densité de population très importante, vous avez des communes qui ont beaucoup d'habitants, effectivement, si on en vient à des sujets de type impôts prélevés, qu'on peut demander à la population, quand vous avez une population qui est très dense, effectivement, ça va mécaniquement vous ramener plus de recettes fiscales que si vous êtes sur une commune qui est très vaste, avec une densité de population qui est très faible. Ceci explique également un des points que nous mettons en avant dans ce rapport, à savoir la disparité entre les différentes communes. Puisque, outre le fait de densité de population, vous avez aussi le fait que sur certaines communes se trouvent des activités industrielle, commerciale, que vous n'avez pas sur d'autres communes. Quand vous avez alors c'est un des exemples, mais quand vous avez une commune comme Saint-Élie qui a sur son territoire barrage de Petit-Saut, ou une commune comme Kourou qui a le centre spatial, effectivement, là, vous avez des retombées en termes fiscaux qui sont pas du tout les mêmes que quand vous êtes sur des petites communes Grand Santi, pour prendre l'exemple d'une commune du fleuve, ou d'autres communes je dirais un peu plus éloigné de la bande littorale. Oui, Saint-Élie, 11 fois plus de recettes de fonctionnement par habitant que la commune la plus pauvre de Guyane. Exactement. Pour illustrer ces disparités dont vous parlez. Donc là, il y a bien un sujet. Et là, est-ce que le fait de redécouper en communes, en dimensions plus petites, résoudrait le problème? Je suis pas persuadé non plus, en fait. Oui. Vous voyez, et peut-être, j'ai pas la réponse. Mais toujours est-il que, en fait, la question que vous posez est intéressante parce que c'est exactement ce qu'on aimerait susciter, c'est-à-dire une réflexion globale entre les administrés et les communes autour de comment on fait pour améliorer tout ça, quelles sont les pistes. On parlait des sujets du budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, c'est très important. C'est aujourd'hui le budget de fonctionnement d'une commune, donc ce qui sert à payer, c'est-à-dire ses dépenses courantes. Alors, c'est frais de personnel, parce que ça, c'est un point important. C'est charges externes, c'est-à-dire ses fournitures, son électricité, son eau, etc. On a mis en avant le fait que ces dépenses-là, il y avait sûrement des axes d'amélioration. Alors,
Peut-être tout simplement sur le premier sujet qui revient assez souvent et qui est un point que soulèvent assez souvent les administrés, c'est les dépenses de personnel. Oui. Est-ce que les dépenses de personnel sont trop élevées, etc. Ce qu'on met en avant dans ce rapport, c'est qu'à titre de comparaison, les dépenses de personnel pour les communes en Guyane sont dans les moins élevées des départements territoires d'outre-mer. Voilà, c'est un constat. Donc ça permet aussi déjà de caler le décor et d'éviter qu'on parte dans des discussions peut-être qui seraient pas sur de bonnes bases. Une fois qu'on a dit ça... Avec le cliché, les mairies dépensent de l'argent pour payer n'importe qui, à peu près. C'est vrai. Ce cliché, je veux dire, ce cliché est vrai. Il est pas exact en ce sens qu'il est beaucoup plus... je dirais, il faut l'affiner. C'est-à-dire que oui, il y a des dépenses. Aujourd'hui, vous avez dans les dépenses de fonctionnement des communes 61% qui est lié au personnel. C'est un poste important, c'est le plus important. Une fois qu'on a dit ça, il faut expliquer pourquoi. Et effectivement, les communes, elles ont un mode de fonctionnement qui nécessite un certain nombre d'administrés, d'agents communaux pour avancer. Donc, et encore une fois, si on se ramène au coût par habitant, on voit bien que la Guyane n'est pas dans cet excès qu'on pourrait envisager. Par contre, il y a un sujet de compétence. Et ça, c'est peut-être le point sur lequel, j'entendais tout à l'heure le propos de Michel-Ange Jérémy hier sur votre antenne, qui disait sur les délais de paiement, la commande publique, on a un sujet de montée en compétence de nos agents. Nous, c'est aussi ce sur quoi on met le doigt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le staff des communes, on a une répartition avec très peu de cadres de niveau A, B, et donc ça induit nécessairement un impact sur la capacité des communes à prendre en charge, à réaliser un certain nombre d'investissements, de projets, etc. Et cette montée en compétences que soulignait Monsieur Jérémy. Pour être concret sur cette histoire-là, avoir des personnes dans une équipe finalement qui soient capables de techniquement pouvoir créer telle ou telle chose ou de soutenir tel ou tel projet finalement que la mairie peut avoir. Exactement. Si on discute avec les communes, on a eu cette discussion avec les communes du fleuve qui, pour certaines, nous ont dit, écoutez, moi je suis volontaire, je suis dynamique, je veux faire un certain nombre de choses, mais j'ai personne. J'ai pas de directeur financier, j'ai pas de directeur juridique, j'ai pas de directeur des ressources humaines. Comment je fais? Parce que moi, je suis élu, très bien, mais un élu, il a peut-être un métier par ailleurs, il est peut-être, je sais pas moi, dentiste, il est voilà. Mais c'est pas la gestion des finances publiques, c'est pas son métier de base. Donc en fait, les communes, il faut jamais oublier que on a des élus qui s'appuient ensuite sur des techniciens qui sont des personnels parfois de l'ombre qu'on oublie, mais qui sont ô combien importants dans les équipes communales. Et quand ces équipes techniques font défaut dans les communes, tout de suite, ça marche moins bien. Donc la piste que nous avons là aussi explorée avec la CCOG notamment, c'est de dire, pensez-vous possible de mutualiser un certain nombre de fonctions? Et après échange avec Madame Charles et les maires des différentes communes, effectivement, on a pu faire un diagnostic et proposer un certain nombre de choses. Et la CCOG s'est dit, écoutez, pourquoi pas? En fait, on va essayer et donc on va mutualiser certaines fonctions. Donc là, il y a un démarrage qui est fait sur la fonction juridique, puisque en fait, ça manquait dans beaucoup de communes du fleuve. Et puis, la CCOG s'est aussi lancée dans une réflexion autour de la commande publique et mutualiser cette fonction de commande publique avec possiblement la création d'une centrale d'achat. C'est encore quelque chose qui est à réfléchir, mais cette logique-là. Et du coup, que les communes finalement donnent certaines de leurs compétences, c'est bien ça? Alors en tout cas, les partages. Les partages. Donner pourrait sous-entendre se déresponsabiliser sur les choix. C'est pas le cas, et c'est aussi pour ça que les EPCI doivent fonctionner correctement. C'est-à-dire qu'un EPCI, c'est vraiment une conjonction de plusieurs maires qui vont aller dans le même sens. Cette mutualisation de certaines fonctions, nous y croyons comme étant un moyen de répondre à ce problème de déficit de compétences qui est parfois tout simplement lié à l'attrait que peuvent avoir certaines communes en termes de recrutement RH. C'est pas toujours simple de trouver quelqu'un pour aller dans telle ou telle commune, parfois très éloignée. C'est compliqué pour les maires. Alors, les recettes de fonctionnement, on va pas inonder tout le monde de chiffres, mais voilà, on apprend, vous l'avez dit, qu'en moyenne, les communes guyanaises perçoivent à peu près 1 400 € par habitant, et du coup, ça pose évidemment la question de
de l'octroi de mer. Les communes de Guyane sont, c'est ce que vous dites, et tout le monde le sait, sont dépendantes de l'octroi de mer quand on regarde le détail des recettes fiscales. Cette année, la Cour des comptes a prôné une réforme en profondeur de l'octroi de mer, une taxe, je cite, qui est à bout de souffle. Votre position à l'AFD, Florian Raffatin, à partir de toutes ces données que vous avez collectées, c'est quoi sur cette dépendance à long terme finalement des communes guyanaises, mais pas que guyanaises, sur la question de l'octroi de mer? Alors, l'octroi de mer est un impôt, une taxe qui enfin, je ne vais pas revenir dessus, à la genèse, c'est assez long, mais qui aujourd'hui joue deux rôles principaux, qui sont d'un côté apporter des financements aux communes, de l'autre côté protéger les entreprises locales. Voilà, ce sont les deux objectifs principaux de l'octroi de mer. Il est vrai aujourd'hui que l'octroi de mer est sûrement la principale ressource pour les communes, avec également la taxe sur les carburants qui en fait partie. Oui. C'est ce qu'on classe dans tout ce qu'on appelle la fiscalité indirecte, la fiscalité directe étant les impôts qui sont prélevés par les communes. Ce niveau-là est important. La réforme de cet outil est sans doute nécessaire. Je veux dire, on voit bien qu'à un moment, ce que disait la Cour des comptes, cette notion d'un outil un peu à bout de souffle, moi je remettrai pas. J'entends également ce que dit la Cour des comptes. Il y a sûrement quelque chose à regarder, mais il faut être prudent. Ça demande effectivement de bien échanger, de prendre en compte la particularité des territoires. Et d'échelonner la réforme aussi dans le temps. Sûrement, et en tout cas d'avoir cette approche différenciée, parce que les territoires ont tous leurs particularités et leur écosystème propre. Et je pense on se tromperait en allant vers quelque chose de très homogène, une réforme très homogène. Mais oui, pour vous répondre, le fait de se dire à un moment, il faut peut-être qu'on réfléchisse à ce qui peut être fait. Oui, maintenant, il faut avoir toujours à l'esprit ce poids important pour les communes, cette ressource qui est considérable aujourd'hui en Guyane, quand on regarde les chiffres. Oui, est-ce qu'il y a un lien direct entre justement poids de l'octroi de mer pour les finances d'une commune et l'activité économique? Autrement dit, est-ce que si l'activité économique était plus développée sur les communes, ça permettrait plus de fiscalité locale et donc une dépendance moins forte à l'octroi de mer? Oui, vous avez raison. Il est clair que, mais on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette répartition entre la fiscalité indirecte et la fiscalité directe. Si demain vous avez plus d'entreprises sur un territoire, vous allez avoir une fiscalité directe, c'est-à-dire les taxes qui vont être prélevées sur ces entreprises qui va être plus importante, et donc potentiellement on peut se dire que vous allez être moins dépendant à l'octroi de mer. Donc oui, la réponse est si on arrive, et c'est bien toute la logique du développement économique, mais de tous les territoires, que ce soit dans l'Hexagone ou dans les territoires ultramarins, cette logique de développement économique sur lequel on est vraiment au cœur de ce qu'on aime, ce qu'on souhaite faire nous ici sur le territoire, c'est bien un moyen de quelque part trouver une alternative à des dépendances liées à l'octroi de mer, la taxe sur les carburants. Essayons de trouver d'autres types de développement. D'ailleurs, là-dessus, Florian Raffatin, AFD, Agence française pour le développement, vous êtes finalement habitué à côtoyer certains projets qui peuvent exister ici en Guyane. Quels sont les freins, les principaux freins, d'après ce que vous pouvez constater, dans la mise en place d'un certain nombre de projets, justement, pour, comme on l'a dit, développer peu à peu l'activité économique du territoire? Alors là aussi, malheureusement, il n'y a pas de réponse très simple. C'est toujours multifactoriel. Le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, il est celui des compétences et de la capacité ensuite qu'on appelle dans notre jargon des contreparties, donc des communes ou des entreprises avec lesquelles nous discutons. C'est bien leur capacité à mettre en œuvre les projets. Parce que au final, nous, des banques ou d'autres acteurs publics, nous apportons des financements, mais une fois qu'on a apporté des financements, on ne fait pas à la place d'eux. En fait, il faut bien évidemment des gens pour faire. Et ça rejoint un peu le sujet qu'on évoquait tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus, mais le sujet des compétences et de la capacité à réaliser, c'est un vrai sujet. On peut avoir. Alors,
je veux pas stigmatiser, donc je vous donnerai pas la commune dont je parle, mais on avait un échange, une commune, on faisait le constat que cette commune avait un niveau de trésorerie qui était très important, plusieurs millions d'euros. Donc voilà, on peut dire que la commune n'était pas dans le rouge, son compte en banque, elle avait plusieurs millions d'euros disponibles. Par contre, on regardait la réalisation de son budget d'investissement, 14% sur l'année. Concrètement... C'est-à-dire que tout le reste de l'argent n'était pas utilisé. Exactement. Elle avait l'argent pour faire. Mais faute de moyens humains, faute de capacité à lancer les projets, eh bien en fait son argent il dormait à la banque et elle pouvait pas réaliser des investissements. Ça c'est un vrai sujet parce que en fait on s'aperçoit que pour le coup le problème il est plus tant financier, c'est-à-dire plus vraiment le fait d'apporter de l'argent, mais de sa capacité et de la contrepartie ensuite à réaliser les projets. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, dans les recettes, il n'y a pas que l'octroi de mer et les impôts, il y a aussi ce que vous appelez les concours de l'État, donc l'argent que l'État distribue aux collectivités. Le plus important, c'est la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement. On en entend beaucoup parler ici en Guyane avec ces disputes qu'il y a autour des questions liées au recensement notamment. 3 communes, je cite le rapport, ont vu leur DGF par habitant plus que doublé depuis 2019. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, Florian Raffatin ? Est-ce que, est-ce que là encore, il y a une dépendance des communes par rapport à ces financements de l'État ? Alors, une dépendance, je sais pas. En tout cas, le fait que l'État soit un acteur important dans le financement du fonctionnement des communes au travers de cette dotation globale de fonctionnement, oui, c'est une réalité. C'est une réalité dans les territoires ultramarins, c'est une réalité également dans l'Hexagone. 30% à peu près, voilà, pour donner un ordre d'idée. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut noter que la Guyane est le territoire d'outre-mer sur lequel la DGF est la plus importante. Ramenée en euros par habitant, on est à 300, je ne sais plus, je reprends rapidement mes notes, on est à 326 euros par habitant. Voilà, c'est 37% de plus depuis 2019. On parlait d'une évolution. On est là vraiment dans un réel et notable effort de la part de l'État sur cette dotation globale au fonctionnement pour les communes de Guyane. Alors, il y a l'argent qui rentre et puis il y a celui qui est utilisé. Donc, pour les dépenses, sur un des graphiques que vous montrez, on s'aperçoit que les frais de personnel et les achats charges externes représentent à eux deux 86% des dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement, elles viennent de choix qui sont faits par la commune, et je pense que ça pourrait être bien aussi de s'arrêter sur ce point-là, si elles vont prioriser tel ou tel service en embauchant aussi par exemple tel ou tel agent. Oui, alors c'est effectivement ce sont les deux postes les plus importants en termes de dépenses de fonctionnement. Les dépenses de personnel, on en a parlé. Au final, elles sont pas gigantesques ou anormales au regard de ce qui se passe dans les autres territoires. Par contre, les charges externes, nous pensons qu'il y a sûrement quelque chose à creuser sur les charges externes. C'est quoi les charges externes? Alors, les charges externes, c'est tout ce que la commune dépense, ses fournitures, ses achats d'eau, d'électricité, c'est les prestations qu'elle a externalisées pour nettoyer ses locaux, nettoyer les... Voilà. Donc les choses concrètes en fait dont elle a besoin pour rendre un service. Exactement, pour fonctionner correctement. Charges externes. Charges externes. Ces charges-là, aujourd'hui, elles représentent 25% des dépenses de fonctionnement. Or, notre constat, c'est qu'il y a sûrement un moyen, c'est sûrement un levier sur lequel on pourrait travailler. Je vous reprends un exemple qui va sûrement aider à la compréhension. Là aussi, pas de nom de commune, pas de sujet. On est dans des situations où, pour ne pas passer dans, je dirais, la mécanique de la commande publique, vous savez que toutes les structures publiques doivent répondre à ce mode de fonctionnement de la commande publique. Vous avez des seuils. Et si vous ne dépassez pas ce seuil, 40 000 euros, vous pouvez en fait vous exonérer de tout le process de la commande publique et passer des gré à gré. Et voilà. Oui, c'est ce que nous disait d'ailleurs hier un architecte sur cette question-là, exactement, qui pouvait faire appel à des architectes si les projets ne dépassaient pas justement ces 40 000 euros. Exactement. Alors là, dans le cadre des charges externes, la situation dans laquelle on se retrouve, et je reprenais cet exemple de cette commune inconnue dont je ne citerai pas le nom, on se retrouve dans une situation où on s'est aperçu que chaque service passait sa propre commande de fourniture, de bouteilles d'eau, oui, etc., avec des coûts qui étaient beaucoup plus importants que si la commune, voire le niveau supérieur, c'est-à-dire la communauté de communes, passait des commandes groupées.
on aurait des coûts qui seraient nettement inférieurs pour les communes. Et donc, là aussi, cette logique de mutualisation que j'évoquais tout à l'heure autour des compétences, nous pensons fortement que si on arrive à mutualiser également des sujets de type charge externe, c'est exactement vers cette dynamique que s'est engagée la CCOG. Quand elle réfléchit à créer une centrale d'achat, on est bien dans cette logique. Si demain, un certain nombre d'achats sont gérés par la CCOG, donc le niveau intercommunal, on est en droit de penser qu'on va réussir à économiser et du coup à réduire ses coûts de fonctionnement, en tout cas sur cette partie des charges externes. Alors je continue de lire votre rapport, Florian Raffatin. Autre point que vous mettez en avant, c'est l'épargne des communes. Déjà, ça veut dire quoi? Cette épargne-là, elle se constitue comment et ça sert à quoi? Alors l'épargne, tout simplement, une fois que vous avez votre budget de fonctionnement, vous avez vos recettes et vos dépenses, donc vous dépensez ce que vous avez, et puis à la fin, vous regardez ce qui vous reste. Et puis ce qui vous reste, eh bien, à ce moment-là, c'est l'épargne. C'est l'épargne. Vous pouvez... Donc la commune dont vous nous parliez tout à l'heure, qui ne dépensait que 14%, ça veut dire que tout le reste, c'était considéré comme de l'épargne? Alors, oui, on pouvait le considérer comme ça. Enfin, c'est surtout là, en l'occurrence, dans ce cas précis, et on va voir comment se constituent les recettes d'investissement, mais dans ce cas précis, on est dans une situation où c'était plutôt des fonds qu'elle avait réussi à lever auprès de l'Union européenne, auprès de l'État, pour réaliser des investissements et qu'elle n'avait pas pu mettre en œuvre. Que des recettes qu'elle recevait Exactement. Annuellement. Le constat aujourd'hui, il est de dire que l'épargne en Guyane est très faible. C'est-à-dire que ce qui reste une fois qu'on a fait toutes les dépenses de fonctionnement, en fait, il n'y a pas grand-chose. 41% des communes ont une épargne nette négative ou quasi nulle, donc près d'une sur deux quasiment. Exactement. Donc en fait, elles n'ont pas la possibilité de se lancer de garder de l'argent pour partir dans les investissements. Donc la suite de ça, c'est de dire les investissements, comment on les finance? Aujourd'hui, on les finance à 91% via recours à des subventions auprès de l'Union européenne, auprès de l'État. Et donc, le sujet est là aussi de dire est-ce qu'il n'y a pas une trop forte dépendance par rapport à tous ce type de ressources? Et puis, encore une fois, tout ça, ça a un impact direct sur le fonctionnement. C'est-à-dire que si demain, cette commune dont je parlais arrive à mettre en œuvre ces millions d'euros qu'elle a sur un compte pour faire des investissements, est-ce qu'elle aura un budget de fonctionnement qui lui permettra de payer le fonctionnement courant autour de ces investissements? C'est toutes les questions qu'on se pose et la réponse n'est pas toujours très simple. Dernière question et en très peu de temps parce que ça y est, c'est la fin. Sur la dette, Florian Raffatin, les communes de Guyane ne sont pas très endettées, c'est ce que vous nous dites. Bonne capacité de désendettement, mais elles n'ont pas de marge de manœuvre pour s'endetter davantage. Donc un quart des communes sont dans une situation extrêmement tendue à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on explique ça? Pas très endettées, mais elles ne peuvent pas l'être davantage. Alors, un peu sur le même sujet que les investissements, c'est-à-dire que si vous vous endettez, à un moment il va falloir rembourser. Ah oui. Et donc et quand on parle de remboursement, ça tombe dans le budget de fonctionnement. Donc si vous avez un budget de fonctionnement qui est un peu limite, si vous vous endettez, voilà. Après, j'en arrête là. Pour finir sur un point positif, c'est ce qu'il faut voir. C'est-à-dire que la tendance depuis plusieurs années, c'est quand même que globalement et de façon assez importante, les communes guyanaises se sont désendettées. Elles ont diminué les encours de crédit qu'elles avaient auprès des différents bailleurs, et donc elles se sont nettement désendettées. Donc ça, c'est plutôt positif. On a aujourd'hui des communes qui sont peu endettées, et donc ça, c'est plutôt notable. Après, il faut voir comment on peut tirer parti de cet état de fait. Alors, allez lire ce rapport, l'Observatoire donc des communes de Guyane. Vous tapez ça dans Google, vous le trouvez assez rapidement, c'est gratuit. C'est rapide, ça dure pas beaucoup de temps. Merci beaucoup, Florian Raffatin, d'avoir été notre invité ce matin. Je le rappelle, donc directeur de l'agence AFD en Guyane. Très bonne journée.